bienvenue au centre viticole Champagne Nicolas Feuillat pour cette 3e édition de la soirée dégustation des grandes cuvées de Champagne. Donc tout d'abord, nous tenions à remercier donc, le Champagne Lançon et Monsieur Gandon, le Champagne Philippona et Monsieur Philippona, le Champagne Henri Giraud et Claude Giraud, le Champagne Doyard et Yannick Doyard, le Champagne Bicard Salmon, Denis Blé et Monsieur Roland Bicard. Ensuite, le Champagne de Ruinard et Monsieur Panayotis, le Champagne Moutard et Monsieur Moutard qui ont participé à cette édition, mais plus particulièrement le Champagne Nicolas Feuillat qui nous accueille dans ses locaux. Nous remercions également Monsieur Hainaut et Madame de Kayser pour toutes leurs aides pour cette organisation. Également, merci beaucoup à Monsieur Bonseur, le directeur de l'EPL d'Avise, Monsieur Chapier, président de l'association des sommeliers de Champagne-Ardenne, et plus particulièrement à nos professeurs également qui nous ont soutenus dans le projet. Et pour reprendre ses propos dans la presse, à la Rolls des professeurs, Monsieur Véron, qui a créé le guide Véron des Champagnes, qui est l'organisateur de la soirée également, et donc il est aussi notre professeur d'œnologie. Nous souhaitons remercier également nos partenaires, donc la revue Sommelier International qui éditera le guide en 2013, les bouchonniers Cybelle et Holler, LRB Marketing, Itales, l'agence Sidéo, Champagne Sonorisation à qui nous devons cette magnifique décoration que vous découvrirez tout à l'heure, le blog du Champagne, CBI TV, Champagne FM, et également le lycée hôtelier de Bazeilles qui a préparé le buffet que vous découvrirez tout à l'heure. Cette dégustation est un moment important qui s'intègre dans le guide Véron des Champagnes. Donc nous avons souhaité que ce guide soit différent des autres. En effet, nous ne souhaitons pas attribuer de notes ni attribuer une hiérarchie entre les différents champagnes dégustés. Nous cherchons seulement à rechercher la démarche technique vitivinicole qui ont permis d'élaborer ces champagnes de prestige que vous trouverez ce soir. Donc pour conclure, je me joins à mes camarades pour vous souhaiter une excellente soirée. Et je vais appeler Monsieur Véron qui devrait... Bonsoir à tous. Je vais essayer d'être bref. Je pense que comme moi, vous avez été impressionné par la liste des partenaires qui a été considérablement augmentée par rapport à l'année dernière. Vous voir aussi nombreux ce soir, pour moi, c'était un réel encouragement pour la démarche qu'on essaye de mettre en œuvre avec les étudiants toute l'année dans la rédaction de nos commentaires dans le cadre du guide Véron qu'ils ont évoqué. C'est un projet à la fois très pédagogique et très professionnel, mais c'est surtout un projet ambitieux puisque ce qu'on veut, c'est résolument mettre le champagne à sa vraie place, c'est-à-dire à la place d'un produit culturel et non pas d'un banal bien de consommation qui aurait des performances qu'on pourrait éventuellement évaluer objectivement. Donc c'est simplement finalement essayer de respecter la définition réglementaire du champagne, puisque le champagne, comme chacun sait, est une appellation d'origine protégée, qui doit être élaborée selon les usages locaux, loyaux et constants. Donc c'est simplement tenir compte des démarches techniques, viticoles, œnologiques qui sont mises en œuvre pour élaborer les champagnes dans les commentaires. Voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus. Je vais quand même rapidement, je ne vais pas remercier à nouveau tout le monde, enfin je vais remercier quand même toutes les maisons de champagne, toutes les coopératives, tous les vignerons qui nous soutiennent et qui nous font confiance toute l'année et qui nous permettent de travailler. Je vais vous donner quand même quelques nouvelles du guide. La version 2012 qui est disponible encore ce soir est sortie à l'occasion du VITEF en octobre dernier. Ça a été un réel succès commercial grâce aux efforts des étudiants, mais aussi grâce à l'agence de communication et notamment à son directeur Virgile Lacroix, que je remercie ce soir. La version 2013 sortira en septembre 2012, éditée en partenariat avec la revue Sommelier International. Donc je salue Eric Alouche, le directeur de la revue. Je salue Madame Aurélis, journaliste qui est présente ce soir. Je salue aussi Yves Chapier, président des sommeliers Champagne-Ardenne, qui nous fait aussi le plaisir d'être là ce soir. Pour la suite des opérations, vous aurez l'occasion de découvrir un magnifique buffet gastronomique élaboré par nos partenaires, le lycée hôtelier de Bazeilles.
Donc je remercie aussi évidemment Madame Bronzé, proviseur du lycée, Fabrice Roquier et toute son équipe de professeurs et d'étudiants qui ont œuvré toute la journée et qui nous ont soutenus. Donc vous aurez l'occasion de voir le travail, c'est quand même impressionnant. Et puis enfin, pour terminer, je ne peux pas m'empêcher de saluer ceux que vous avez forcément rencontrés puisque vous êtes là ce soir. Vous avez pu, comme moi, admirer leur efficacité, les 4 compères indissociables, quelquefois pénibles en cours, il faut l'avouer, mais qui, sur des opérations comme celle-ci, sont remarquables. Et je dois dire que de mémoire d'enseignant, j'avais jamais vu ça. Je tiens à souligner. Donc voilà, merci à eux. Et puis enfin, le scoop de la soirée, parce qu'il y en faut un, la soirée 2013 sera organisée le 12 avril 2013, faut pas que je me trompe dans les années, ouais, au Champagne Le Petit Coq au Sardin à Reims. Ça s'est décidé dans la semaine, donc je vous le dis en avance comme ça. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne dégustation avec des cuvées de très haute qualité, placées sous le signe du plaisir, de la découverte et de la rencontre. Je vais appeler M. Bonneseur, qui voulait dire quelques mots également. Eh bien, bonsoir mesdames et messieurs, mesdemoiselles. Je crois qu'on ne dit plus mesdemoiselles, je crois. Convention qui ne le permet plus. Je suis très content d'être là ce soir, évidemment, pour cette 3e édition de la soirée dégustation des grandes cuvées de Champagne, qui, à mon sens, est à l'image du lycée viticole que j'ai la chance et l'honneur de diriger depuis bientôt 8 ans. Déjà. Parce que, grâce à l'engagement de Michel Véron, que je salue, et l'appui de quelques collègues, de quelques forces vives de la maison, et des étudiants de BTSTC, cette aventure est bien labellisée 100% Made in Avise. C'est quand même une marque inégalée depuis 85 ans, excusez du peu. Et même si je ne suis pas sûr que l'âge cumulé des 4 mousquetaires cités par Michel, Mathieu, Arnaud, Bastien et Maxime, atteigne cet âge canonique, ou pas loin. Non, cette soirée est à l'image du lycée viticole par l'œcuménisme qu'elle représente, que nous représentons. Or, le CIVC, le lycée viticole de la Champagne, qui a formé 80% des diplômés techniques de la Champagne viticole par son lycée, son CFA, son CFPPA, a fait aussi transpirer plus de 5 générations de Champenois dans les villes de son exploitation ou dans les cartes de sa coopérative qui va fêter cette année ses 60 ans. Elle le fera le 28 juin prochain, comme elle inaugurera d'ailleurs sa nouvelle carte. Le lycée viticole de la Champagne, vous dis-je, est le seul à pouvoir se targuer de rassembler toutes les familles de la Champagne. Le négoce, les récoltants manipulants, les coopératives, tous animés ce soir de la ferveur de vous faire plaisir, sans compétition, les jeunes vous l'ont rappelé, sans arrière-pensée, simplement en famille, de vous présenter avec passion et humilité le summum de leur travail, de leur expérience, de leur pari face aux fruits et aux caprices de la nature. Ces 8 champagnes d'exception que vous allez découvrir ce soir vous éblouiront, je n'en doute pas. Comme à notre habitude, nous sommes aussi des gens ouverts vers les autres, sous toute forme de partenariat, que ce soit au travers de nos partenariats avec les autres 16 lycées viticoles français, ou en tant que leader du réseau européen des lycées viticoles, ou au travers de ceux qui mettent en valeur nos vins. Et à ce titre, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir à nos côtés ce soir nos collègues du lycée hôtelier de Bazeilles. Car si nous sommes, sans fausse modestie, la référence éducative viticole champenoise et régionale, eux le sont également dans leur domaine de la gastronomie et de l'hôtellerie. Merci à toute l'équipe de Bazeilles autour de Laurence, de Fabrice, qui nous offriront la douceur et l'explosion gustative finale de cette soirée. Je voudrais aussi par avance remercier le CVC Nicolas Feuillade, tous les partenaires qui nous accompagnent si souvent dans nos initiatives. J'étais moi-même la semaine dernière au Vinum Expo qui fêtait sa 20e édition dans ces mêmes lieux avec nos BTS viticulture-œnologie. Ce soir, je suis avec les BTS technico-commerciaux. Merci à vous de votre disponibilité. Merci donc pour nous accueillir régulièrement. Je remercie évidemment aussi tous les chefs de cave des maisons de champagne,
des coopératives, des vignerons qui ont accepté cette invitation ce soir. Je vais maintenant cesser de vous impatienter, car ce soir, le bonheur ne sera pas dans le pré, il sera dans la flûte. Et je vous souhaite une belle soirée en souhaitant longue vie à la désormais traditionnelle soirée dégustation des grandes cuvées de Champagne. Notre soirée se fait en partenariat avec le lycée hôtelier de Bazeilles, donc je vais appeler Madame Dromzé-Lebras. Vous allez dire quelques mots également. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Stéphane de ces paroles élogieuses qui me vont droit au cœur. Je voudrais dire très simplement que je salue cette lumineuse idée qu'ont eue les équipes conjointes du lycée viticole d'Avise et du lycée hôtelier de Bazeilles que je représente. C'est une belle idée que cette union de nos compétences, des compétences de nos étudiants, cette union de formation d'excellence. Alors, pour ce qui est du lycée hôtelier de Bazeilles, ce soir travaillent en salle et en cuisine les premières et deuxième années du BTS hôtellerie et les élèves de la mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant. Voilà, je ne vais pas en dire davantage, je sais simplement que nous allons passer un moment, je crois que cette fête va être une fête des sens et de l'esprit. Donc je vous propose de passer un moment qui, je crois, sera d'une grande sensualité. Merci. Bien, écoutez, il y a eu tellement de remerciements que moi je vais faire des félicitations. Je félicite les jeunes pour cette initiative très champenoise. J'ai eu la chance d'être à la première, on est à la troisième et puis on est fiers de vous accueillir. Et puis comme Michel avait dit qu'il allait être bref, moi je vais être beaucoup plus bref que lui. Je vous souhaite une excellente soirée parce que je vais reprendre la parole et je crois que vous allez avoir marre de voir. Voilà, je vous souhaite une très belle dégustation. Merci. Donc, je m'appelle Monsieur Jean-Paul Gandon du Champagne Lançon pour la dégustation de la noble cuvée blanc de blanc 1999. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis ravi d'être pour la première fois dans cette organisation, cette soirée qui me semble déjà bien rodée, bien réglée. Je vais vous parler bien sûr d'une cuvée Lançon. Juste quelques mots, peut-être en préambule. Lançon, c'est 1760. Je dis pour certains de mes collègues qui trouvent ma barbe un peu trop blanche, je suis arrivé quelques années après. Donc, plusieurs générations de Lançon se sont succédées et on peut dire que Victor Lançon, qui est né en 1892 et qui nous a quittés en 1979, a certainement été un des piliers pour affirmer le style Lançon. Le style Lançon qui est basé essentiellement sur le fruité, la puissance et la fraîcheur. Le fruité car il a toujours affirmé que ces vins devaient préserver toute l'acidité naturelle des raisins. D'où le choix de notre filière de ne pas faire la fermentation ballonnique. La puissance parce que Lançon a toujours eu une grande implantation dans la montagne et donc fait appel, même si la cuvée que je vais vous présenter ce soir est tout autre, il a toujours fait appel, notamment pour son brut, à une majorité de pinot noir et de pinot noir très structuré. Et la fraîcheur, bien sûr, vous l'avez compris, le fait de préserver l'acide malique dans nos cuvées, dans toutes nos cuvées, nous permet effectivement d'avoir ce supplément de fraîcheur qui vient rééquilibrer en quelque sorte cette puissance à l'attaque en bouche et pour finir donner cette sensation d'avoir à la fois de l'expression, du caractère, mais une certaine élégance et une certaine vivacité en finale qui nous incite, et on l'espère, en tout cas, on espère que nos clients auront cette réaction qui incite
à la fin, avec cette excitation des papilles, à en prendre une deuxième coupe. Ce soir, je vais donc vous parler d'une des dernières cuvées qui a été créée chez Lançon, puisqu'elle est née avec le millésime 83. Et quelques années auparavant, un brut de même facture était né en 79. Donc une cuvée de prestige qui fait appel au caractère plutôt de finesse, de subtilité des chardonnays. Pour le brut, qui est majoritaire, et pour celle-ci, qui est 100% chardonnay. Bien sûr, le choix qui nous est imposé pour respecter ce style Lançon est de sélectionner des chardonnays qui sont d'abord avec beaucoup de tonicité, un grand potentiel de vieillissement, car on souhaite les laisser mûrir longtemps pour qu'elles s'expriment pleinement, ces cuvées. Et donc il faut au départ des vins qui possèdent ce bon potentiel de vieillissement. Deuxième critère de sélection, bien sûr, les vins qui représentent le terroir, le cru considéré. Or, en l'espèce, cette cuvée est construite à partir uniquement des grands crus de la Côte des Blancs. Et, bien sûr, avoir aussi cette puissance que recherchait Lançon dans ses vins. Ce soir, c'est le millésime 99. Et vous savez que, comme toute cuvée millésimée, le climat de la saison, de l'année, a été bien sûr déterminant pour imprimer le caractère de ces vins. 99 a commencé par un hiver assez doux, pratiquement peu de gelée dans l'hiver, un printemps également très doux et sans gelée. Puis, autre fait marquant du climat de cette campagne viticole 99, ce fut les températures moyennes qui étaient supérieures à la moyenne trentenaire de façon très importante, pratiquement 2 degrés, ce qui est assez considérable. Et autre fait marquant de cette saison, ce fut la pluviométrie. En fait, vous savez qu'en Champagne, on est plutôt sur une zone de l'ordre de 680 mm par an. Et en 99, on a eu plutôt une pluviosité de l'ordre de 750, voire 780. Donc nettement supérieure. Donc on peut dire que, pour faire un peu court sur ce climat, ce fut une année qui a débuté dans la douceur, puis ensuite avec des températures relativement élevées, surtout en été, juillet, août et première quinzaine de septembre. Mais tout au long de cette saison, la vigne fut bien arrosée. Donc elle poussa beaucoup, et pas seulement les pans, mais aussi des grappes qui furent très généreuses. Donc 99 peut être placé dans les années généreuses, et en même temps ayant fourni des grappes parfaitement mûres et parfaitement saines, même si au tout dernier épisode, pendant la cueillette, cette cueillette fut également bien arrosée par des pluies tropicales qui apportèrent certes un tout petit peu de dilution, mais néanmoins qui n'ont pas détérioré l'état sanitaire qui était parfait. Donc des grappes bien nourries, bien sucrées et assez riches, mais qui ont donné du coup, on n'a pas eu une fameuse presse hydrique qui est souvent citée par les professionnels. Au contraire, une plante qui s'est bien développée tout au long de la saison. Et du coup, des vins qui sont marqués par ce climat, des vins qui sont plutôt souples dès le départ, dès leur naissance, souples et riches en même temps. Donc c'est, je crois, un petit peu le fil conducteur pour ces 1999. Évidemment, le fait d'avoir préservé l'acide malique nous permet, malgré tout, malgré cette
longue maturité, de conserver de la fraîcheur et une certaine vivacité à ces vins. Donc 4 villages ont été assemblés dans cette cuvée: Chouilly, où nous sommes aujourd'hui, Cramant, Alise et Auger. Aujourd'hui, ce vin se présente avec une robe, j'allais dire jaune, non, mais plutôt or. Le jaune n'est peut-être pas, surtout sous ces lumières, peut-être pas très apparent, mais une robe or, animée de fines bulles. Les arômes sont plutôt, au départ, au premier nez, plutôt une composante sur les fleurs blanches, fleurs jaunes, avec derrière un peu de fruits type abricot. Derrière, je pense au brassage, on peut sentir aussi quelques notes mielées et quelques notes d'agrumes, un petit peu avec un côté un tout petit peu confit qui est naissant sur les agrumes. Et c'est ce mélange ce mariage entre les notes un petit peu mielées et cette composante agrumes sur le point de confire qui donne un mariage assez intéressant et assez complexe. Au palais, l'attaque est tendre. On a un certain moelleux, même, pratiquement, en bouche. Et puis, un beau retour sur des notes fruitées type poire d'été, avec, là aussi, en rétroolfaction, des notes mielées, des notes un petit peu d'agrumes également. Ce côté, cette petite pointe de mandarine légèrement confite aussi qui revient au palais. Et malgré cette attaque tendre, souple et moelleuse, on finit quand même sur une note de fraîcheur qui sous-tend l'ensemble et qui signe un petit peu cette cuvée, l'ensemble. Voilà. Donc c'est plutôt à ce stade, je pense, c'est à la fois, bien sûr, une cuvée que l'on peut apprécier à l'apéritif, mais qui constitue aussi des mariages intéressants avec des premiers plats, de type coquille Saint-Jacques, de type langoustine, des choses comme ça assez goûteuses. Voilà, j'ai terminé. Bien. Alors, messieurs les organisateurs, je vous félicite et je vous ai félicité. Par contre, vous n'avez pas fait un super cadeau parce que c'est jamais facile de passer après Monsieur Jean-Paul Gandon, pour qui j'ai un immense respect. Par contre, vous avez fait quelque chose de superbe, c'est que vous avez mis la Palme d'Or 99 après le millésime 99, dont Jean-Paul parle et a parlé admirablement. Donc je ne reviendrai pas sur les caractéristiques de 99, bien sûr. Jean-Paul, si je peux me permettre, il est resté pratiquement la moitié de la récolte dans les vignes, tellement c'était pléthorique. C'était l'année la plus pléthorique de l'histoire de la Champagne, je crois. Palme d'Or 99, alors en plus, tu as cité une date, Jean-Paul, 1760, qui est donc une des plus anciennes maisons de Champagne. Et ben Nicolas Feuillade, c'est la plus jeune, on vient de fêter les 35 ans. Donc c'est la deuxième, je suis parti de la deuxième génération, Jean-Pierre Vincent est parti l'année dernière, après 35 ans de loyaux service.
Millésime 1999, c'est donc la 8e réalisation de Palme d'Or, qui est composée de chardonnay, de pinot noir, 50%, 50%, variable suivant les millésimes, non pas exclusivement, majoritairement des grands crus, donc sur les noirs, Verzy, Verzenay, Ambonnay, Haï, sur les blancs, Aguise, Chouilly, évidemment vous ne pouvez pas mettre de Chouilly étant ici, Cramant, et un village que l'on aime particulièrement chez Nicolas Feuillade, c'est Montgueux, la côte des Blancs de l'Aube, pour ceux qui connaissent, un petit spot de grès à côté de Troyes. C'est l'épice, on va dire, dont on se sert dans cette cuvée. C'est un 100% Malo. Quoi vous dire de plus sur ce millésime? Il aura son successeur en 2000. Il faut savoir que l'année 90, enfin la décennie 90 a eu 2 tranches, 91, 92, 93, 94, et après une autre tranche 95, 96, 97, 98, 99, qui étaient toutes millésimales et qui ont été toutes millésimées. Voilà, je vais vous souhaiter une excellente dégustation, une très belle soirée. Merci. Bonsoir à tous. Je suis très content d'officier ce soir parmi vous. Ça me fait chaud au cœur puisque je retrouve les élèves du lycée viticole, mes anciens professeurs, puisque je suis passé par le lycée, Monsieur Véron qui était aussi mon professeur d'onologie, qui est là, tiens, donc je suis très content de la roue tourne, hein, c'est vrai que ça m'intéresse. Donc on va pas parler du lycée. Je vais parler de la maison Villecart-Salmon et de la cuvée Nicolas-François Villecart. La maison Villecart-Salmon est une vieille maison familiale créée en 1818 qui est basée sur Mareuil-sur-Ailly. Et donc les fondateurs de la maison, on avait Nicolas-François qui était commerçant en vin et Elisabeth Salmon qui était propriétaire de vignoble sur Mareuil-sur-Ailly et qui ont créé la maison en 1818. Depuis, la maison, toujours est familiale, et c'est la 7e génération qui dirige la maison avec la même passion au niveau du vignoble. Et le leitmotiv de la maison est vraiment la qualité et avant tout le travail de la vigne et du raisin. Pour revenir un petit peu sur les spécificités de la maison Villecart, depuis les années 50, et ce qui définit vraiment son style, c'est la finesse et l'élégance. À travers surtout un style de vinification qui est très particulier, qui a été initié par M. Jean Villecart et son chef de cave qui était M. Prudhomme. C'est une vinification à basse température, donc inférieure à 15 degrés, qui confère au vin beaucoup de finesse et d'élégance en ayant une fermentation qui va durer tout doucement, qui va préserver les arômes. Là, il n'y a pas de choix, comme disait Jean-Paul, avec le style Lançon, de bloquer des malots. Donc chaque année, c'est vraiment la remise en question au niveau des dégustations et savoir si on bloque une partie, la totalité ou non. Mais souvent, il y a une proportion non négligeable de vin bloqué malo. Il y a une partie qui est faite. Si on revient donc sur cette cuvée Nicolas-François, donc c'est en l'honneur du fondateur, qui avait beaucoup de personnalité, de caractère. Donc vous allez voir, là, on est sur un champagne millésimé, donc 2000. Là, on change de millésime. Donc si j'en reviens une petite aparté sur l'année 2000, on a eu quand même des très très belles années. On a eu 96, on a eu 98, 99. Et on se posait beaucoup de questions sur ce fameux champagne avec le changement du millénaire. On en attendait beaucoup et on espérait avoir un très 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 joli millésime. Alors on a eu beaucoup de doutes au départ, parce qu'on est à un hiver assez couvert, assez gris, avec des gelées qui sont descendues jusqu'à moins 13 degrés. Une floraison tout à fait classique au mois de juin. Par contre, un été très délicat, très orageux, avec beaucoup de pluie. Et là, le champenois a vraiment peur pour la qualité de la récolte. Il s'est dit, c'est mal parti. Et alléluia, on a eu quand même beaucoup de chance. Et arrivé à la vendange, pratiquement à la veille de la vendange, le retour du beau temps
Et là, la maturité, une belle cinétique de maturité, les raisins ont bien pris et on a réussi à récolter les raisins très mûrs, très sains. On parlait de 99 qui est assez pléthorique, mais le 2000 était aussi était très joli, avec des grappes assez fournies. Alors, la cuvée Nicolas François, la chance qu'on a à l'intérieur de notre cuverie, c'est d'avoir des petites cuves de 50 hectos, où là on va vraiment travailler cette notion parcellaire. Donc sur ce millésime 2000, c'est vraiment un choix de nos meilleures cuves. Donc là l'assemblage, on l'a orienté sur 60 pinots noirs et 40 chardonnays. Donc on va trouver des très jolis pinots de la montagne de Reims, de Moreuil-sur-Ailly, d'Ailly, et majoritairement donc des chardonnays de la côte des Blancs, en passant par Chouilly, Alix, Cramant, Ménis-au-Rocher. On va trouver sur ce millésime 2000 une proportion à peu près de 20%, 25% de vin vinifié en fût, qui apporte une petite touche supplémentaire dans l'assemblage. Ce sont des fûts qui sont relativement anciens, qui ont à peu près une douzaine de vins, donc c'est pas du tout l'effet boisé qu'on recherche, et c'est donner un petit peu de gras, un peu de dimension supplémentaire au vin vinifié en cuve. Et une anecdote sur cette cuvée, la cuvée Nicolas François, donc une très jolie dégustation qui a été initiée en 99, cette cuvée, donc avec le millésime 59 et 61, avait été élue sur 150 millésimes dégustés, la cuvée du millénaire. Voilà. Une cuvée qui a été créée dans les années 50, et vraiment sous cette forme définitive, avec la bouteille que vous avez aperçue, la bouteille ce qu'on appelle Fondation, sous le nom Nicolas François, donc elle a été créée réellement en 64. Voilà. Bonne dégustation. Bonsoir à tous. La maison Philippona est visible depuis le centre viticole de la Champagne, à Mareuil-sur-Ailly. Et ce qui est notamment visible depuis ce magnifique point de vue, c'est son vignoble le plus célèbre, le Clos des Goisses. Le Clos des Goisses, pour vous qui êtes champenois ici, vous le connaissez tous. Ceux qui ne le sont pas, je les invite à passer devant pour voir ce que c'est. C'est un coteau qui est exposé plein sud et dont la pente atteint 45 degrés et qui est composé, dans sa partie centrale en tout cas, de plusieurs terrasses exposées en plein soleil du soir au matin. Et c'est probablement pour cette raison le terroir le plus chaud et, si l'on veut, le plus puissant de la Champagne. Alors j'ai entendu tout à l'heure d'autres maisons que j'aime beaucoup commenter la puissance et la fraîcheur. Chez Philippona, c'est exactement ça qu'on essaye de faire, mais on essaye de le faire de la façon la plus extrême possible. Donc on n'essaye même pas d'avoir de l'élégance, on n'essaye pas d'avoir de la délicatesse, on essaye simplement d'avoir la plus grande expression possible. Et le Clos des Goisses est la cuvée la plus aboutie dans ce sens parce qu'elle provient du terroir le plus propre à faire ce type de vin. On est de plus dans le millésime 2000, dont je ne commenterai pas la saison viticole, parce qu'on l'a fait avec talent juste avant moi, mais dans un millésime 2000 qui est un millésime de chaleur, qui est un millésime de richesse, un millésime gras. Et donc dans le Clos des Goisses, on a quelque chose qui est encore plus gras que ce qu'on a pu trouver dans l'ensemble de la Champagne dans cette année-là. Le Clos des Goisses est vinifié d'une manière assez classique, avec une petite particularité qui est qu'il est systématiquement sans fermentation malolactique, parce qu'en raison de sa maturité toujours très avancée, les pH et les acidités sont toujours assez élevés pour les pH, assez faibles pour les acidités. On a souvent des pH qui sont de l'ordre de 3,3, 3,4, au point que parfois nos œnologues conseils croient que c'est des tailles quand on leur présente les échantillons. Donc pour équilibrer ça, on ne fait jamais les fermentations malolactiques et on a quand même de la minéralité. On a quand même de la minéralité parce que le terroir est pur. On n'a pas besoin d'être acide pour être minéral, il suffit d'avoir
une belle limpidité. Il suffit d'être sur des beaux terroirs calcaires, parce qu'en plus d'être très mûr, d'être très bien exposé, le Clos des Gois c'est un flanc de craie presque affleurante, avec très très peu de sol superficiel. Et c'est un vin qui est donc assez surprenant, parce que dans les millésimes très mûrs comme 2000, il est très exubérant dans sa jeunesse, et puis ensuite il s'assagit. Au moment où on est en train de le goûter ce soir, il est en train de s'assagir et de s'assécher un tout petit peu. Dans les millésimes un petit peu moins mûrs, il met assez longtemps à s'exprimer, et c'est la raison pour laquelle on commercialise ces vins après environ 10 ans de vieillissement. On les dégorge après 10 ans, 9 ou 10 ans en cave. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant dans nos verres? On a quelque chose qui est ample, qui dans le millésime 2000 ne présente pas une très forte acidité, mais qui laisse une finale très très propre. Pour moi, c'est un des meilleurs exemples de champagne de table, quelque chose qu'on peut marier très très loin dans le repas, jusqu'à des plats de très fort goût. Moi j'aime bien le servir quand on fait des accompagnements de mets à la maison, avec du gibier, avec des fromages, mais pas les fromages qu'on sert traditionnellement avec du champagne, avec des fromages forts, avec des fromages de vache à pâte molle, avec du master, avec de l'époisse bien avancée. Et c'est là que je trouve qu'on a les meilleures alliances. Ça va très bien aussi avec les champignons, notamment les champignons noirs. Alors si on a du gibier et des champignons, c'est encore mieux. Des morilles, des truffes, des trompettes de la mort, si on veut être un petit peu plus raisonnable, en se souvenant que c'est un vin qui a vieilli 9 ans sur ses lits dans la bouteille, 9 ou 10 ans sur ses lits dans la bouteille, un peu plus pour ce 2000, et en se souvenant, j'aime bien répéter ça, on l'oublie, que les levures sont des champignons. Les vieux champagnes, qui présentent beaucoup d'autolyse, ça marie très très bien avec les champignons. Alors je vous laisserai rêver à des champignons en vous laissant déguster. Merci. J'invite M. Frédéric Panetti, chef de club du Champagne en Ruinard, pour la présentation de la Dom Ruinard Blanc d'Alblanc 2002. Bonsoir. Avant de commencer la dégustation, quelques mots sur la maison Ruinard. Fondée en 1729, jusqu'à preuve du contraire, je crois que nous étions la première maison de Champagne, sous l'impulsion d'un homme qui est important pour nous, puisque c'était un moine bénédictin, dont Thierry Ruinard, et la cuvée Dom Ruinard, en quelque sorte, est un hommage à cet homme, et c'est son neveu qui a donc créé cette maison. La maison est restée très longtemps dans les mains de la famille, et puis elle fait maintenant partie du groupe LVMH depuis le groupe que j'ai créé en fait. Ce qui caractérise la maison Ruinard, c'est tout d'abord l'utilisation du chardonnay. C'est, je pense, une des rares maisons de Champagne qui s'est vraiment spécialisée dans l'utilisation du chardonnay depuis très longtemps. Et ce qu'on aime trouver chez Ruinard dans le chardonnay, c'est plutôt sa fraîcheur aromatique, une certaine minéralité. On parle souvent de la légèreté quand on évoque le chardonnay, mais je crois que la légèreté n'est pas antagoniste d'une certaine profondeur et d'une certaine intensité. Et dans le cas de la cuvée de Ruinard, c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant. Pour trouver ce genre de caractéristiques, chez Ruinard, on a tendance à vinifier de manière plutôt réductrice, et là c'est assez intéressant par rapport à ce qu'on a vu jusque-là, plutôt qu'oxydatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas de flux chez Ruinard, absolument pas, tout est vinifié en inox. On favorise les fermentations monolactiques parce qu'on aime cette richesse, on aime cette rondeur, on aime ce gras sur le chardonnay qui peut parfois être un peu trop austère. Et puis, puisque sur cette cuvée, je vais revenir dessus, on se base uniquement sur des grands crus, un long vieillissement, bien évidemment, est nécessaire. Et ça permet, avec ce long vieillissement, de développer des notes très toastées, très grillées, qui, à mon avis, sont vraiment une des signatures de la cuvée. Et sur 2002, on retrouve bien. Alors, 2002, c'est le 22e millésime de la cuvée de Ruinard. La première date de 1959. Et je lance un appel à toute la salle. Ça fait 5 ans que je suis dans la maison et ça fait 5 ans que j'en savais. Si jamais l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, a une bouteille de Dom Ruinard 1959 dans sa cave, dans celle de son voisin, merci de me le dire, parce qu'on n'en a plus une seule dans la maison, et j'en recherche désespérément. Alors je ne vous promets pas des sommes faramineuses, mais un très 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 bel échange avec une cuvée actuelle ou un peu plus ancienne. Voilà, donc l'appel est lancé.
Ça fait 5 ans qu'il reste 20 malheureusement, mais je ne désespère pas de le trouver dans mes 59. Donc depuis 1959, on se base uniquement sur des grands crus pour l'élaboration de cette cuvée, avec une particularité, c'est que la maison Ruinart étant basée à Reims et non à Épernay, eh bien, on n'utilise pas seulement des chardonnays de la Côte des Blancs. Alors c'est vrai que le royaume du chardonnay, c'est quand même ici, et dans la cuvée 2002, il y a 72%, pour être précis, sur 3 villages principalement, que sont Chouilly, voilà, on y est, Avis et Le Ménil, mais il y a toujours un pourcentage assez important de chardonnay qui viennent de la montagne de Reims, et en particulier du versant nord de la montagne de Reims, notamment les crus de Civry, où on a quelques hectares en propriété, Puisieux également, qui n'est pas le grand cru le plus connu de la Champagne, mais je vous assure qu'il y a de très très bons chardonnays, et puis après un petit peu de chardonnay sur Bailly et sur Verzenay. Alors c'est des chardonnays qui sont très différents, qui sont beaucoup plus puissants à mon sens que les chardonnays de la Côte des Blancs, qui ont tendance à faire plus dans la minéralité et l'élégance. Et quelque part, si je faisais une comparaison avec la Bourgogne, je dirais que la Côte des Blancs, c'est quelque part entre Chablis et puis Ligny ou Chassagne, alors que du côté de la montagne de Reims, on est plutôt sur Canton-Charlemagne ou Louis-Saint-Georges avec des blancs très structurés. Et je pense que l'assemblage des deux donne un résultat qui est assez intéressant. Je ne vais pas revenir en détail sur 2002, je pense que mes collègues sont d'accord pour dire avec moi que c'est sans doute un des plus beaux équilibres qu'on a eu depuis 1996, avec une année assez marquée par la sécheresse, la douceur, un petit peu de pluie fin août, début septembre, juste ce qu'il faut pour pas découler, et puis derrière un climat ensoleillé avec un vent sec qui a permis d'avoir une très très belle maturité. Moi, ce que je retiens de 2002, c'est des raisins avec un état sanitaire quasi parfait. Voilà. Il y avait 10 degrés 7 sur les chardonnays, ça situe un peu le niveau de l'année en termes de maturité, avec toutefois des acidités bien préservées, et ça aussi c'est important pour les vignes. Après, donc, un vieillissement qui est toujours très long, puisque c'est quelque part c'est indispensable pour qu'on ait cette complexité aromatique. Aujourd'hui, on se trouve dans un vin qui est un joli contraste avec le Clos des Goisses 2000, qui est d'une puissance et d'une générosité incroyable. Là, on est encore sur un millésime sur un vin qui est assez serré. Je pense qu'il ne se livre pas encore complètement. C'est sorti il y a quelques mois. Et je pense qu'il va falloir attendre, à mon avis, encore 4 ou 5 ans pour que le vin se livre complètement. On est malgré tout déjà sur un profil assez toasté, assez grillé. C'est des notes qui me viennent à l'esprit. On a un fond très minéral, de coquilles d'huîtres ou de cailloux qui, après la pluie, donc il y a ce côté qui est très agréable. Encore beaucoup de fruits frais, mais ça va s'arrondir avec le temps. Et une bouche que j'aime beaucoup parce qu'elle est à la fois très ferme, très concentrée et en même temps avec une finale très étirée. Voilà, je pense que c'est un vin en devenir et j'espère revenir dans 4 ou 5 ans peut-être à cette soirée pour pouvoir déguster à maturité. Bonne dégustation. Bonsoir messieurs dames. Donc je tiens à remercier les étudiants de l'école d'Avis d'avoir pensé à moi, et entre autres surtout à la cuvée Hartmann. La vigne avait été plantée par mon père en 1952, donc on est dans la 60e année cette année de cette vigne, donc c'est quand même assez important, sur un cépage qui à l'époque était décrié, qui aujourd'hui a quasiment disparu puisqu'il ne doit pas en rester beaucoup sur le vignoble. En global, le gros des arrachages a été... Il y avait le cépage Hartmann est un cépage qui avait été planté en cépage améliorateur, et donc dans tout vignoble de l'Aube, en particulier de ce que je connais, il y avait de l'Hartmann, et il y a eu une vague d'arrachage en 90 pour remettre les autres cépages, et l'Hartmann a été un peu oublié. Bon, moi donc j'ai commencé à faire cette cuvée en 1992. Il nous reste une vigne, il me reste 2 vignes, une qui part en 6 cépages qui a un volume plus important, et cette cuvée qui part en vieille vigne. L'intérêt de cette cuvée, c'était moi, à force de voir passer ce cépage qui partait dans les blancs de blanc, en 92, j'ai eu l'idée de faire un pressoir seul et de le vinifier. Donc depuis, on s'est un petit peu amélioré dans la vinification, on le passe en foudre. On millésime. Au début, je sortais non millésimé, donc le niveau, il n'y avait pas de repère.
Mais bon, par rapport à la maison, c'est la cuvée la plus petite en volume, la plus chère en prix. Je ne sais pas si le prix ne correspond pas à la rareté, mais à la difficulté à faire le produit. Donc voilà ce que je peux dire. Au niveau des millésimes, s'il y a des gens qui ont une meilleure mémoire que moi, je n'ai pas réalisé avant de venir, et 2005, je me souviens plus comment c'était. Donc voilà. Ça c'est dit. Voilà, donc vinification en foudre. C'est une micro-vinification puisque la vigne fait 10 arts, donc 10 hectos par an. Bon an, mal an, jamais décroché, et toujours millésimé. Bonne dégustation et bonne soirée. Bien, tout d'abord, les remerciements aux organisateurs de nous avoir conviés à cette dégustation. J'ai la charge de la clôturer. Après les éminents confrères qui sont passés devant moi et les vins ont combien différents. Je crois que on peut être tous d'accord là-dessus pour se dire qu'on a dégusté des champagnes complètement différents, mais à chaque fois de très grande qualité. Alors, Claude, une fois de plus, m'a coupé l'herbe sous le pied parce que je voulais faire remonter. J'étais quasiment heureux d'être d'avoir la plus vieille lignée champenoise parce que je remontais péniblement à 1677. Il m'a coupé l'herbe sous le pied puisque lui remonte un petit peu plus avant. Mais ça n'empêche que je vais quand même conserver la réflexion que je voulais me faire à moi-même et à nous-mêmes. C'est que je ne sais pas si c'est parce qu'on est viscéralement attaché au métier de vigneron qu'on est vigneron ou si c'est parce qu'on ne sait pas faire autre chose. À choisir. Bien, alors la Libertine étant un produit hors norme, extraordinaire dans le sens propre du terme, je vais vous donner que très peu d'indications sur son contenant, sur son contenu, sur son millésime. Il n'y en a pas, c'est un assemblage. Je vais vous dire 3 choses. C'est des assemblages qui ont plus de 10 ans. De vieillissement en bouteille, que le dosage est de 65 grammes par litre, et que oui, un petit mot sur la liqueur, parce que c'est quand même important quand on est à ces dosages-là, c'est des dosages qui sont réalisés à partir de Magnum et de Jéroboam remis en cercle des années 80. Voilà tout ce que vous aurez comme précision, puisque la Libertine appelle d'autres choses. Et en fait, la maison n'avait pas voulu faire une bouteille spécifique. Au départ, c'était simplement la conjugaison de ma passion pour l'histoire et ma passion pour le vin, et l'histoire de France en particulier, et le champagne en particulier, ce qui m'a valu faire il y a 12-15 ans un texte que j'ai écrit. Et en fait, la cuvée que vous dégustez n'est que l'aboutissement ou, comment dirais-je, le flacon dégustable d'une philosophie, entre guillemets. Donc ce que je vous propose, et je vous l'impose en même temps, c'est de, comme je suis le dernier, vous dites que de toute façon après moi c'est fini, donc il n'y en a plus pour longtemps, je vais vous imposer 4 à 5 minutes d'extrait d'un texte que j'ai écrit, qui est le texte fondateur de cette cuvée. Voilà. Et mes lunettes. Dès que l'on parle de champagne, l'esthétisme est une irrésistible tentation. On esquisse l'air de rien des parallèles, on évoque des affinités, on disserte sur les styles. Et voilà que les bulles deviennent poésie, que l'écume suggère quelques philosophies, que l'assemblage relève des beaux-arts et que le vin lui-même devient miroir et miroitement. Et cela définit autour de ce vin singulier, autant de variations chatoyantes, d'inflexions enjouées, modulation de tout un art de vivre, élégant, tendre et malicieux. On sait bien que le champagne épouse au gré des temps, des maisons et des vendanges 1001 styles, et conjugue une infinité de nuances et tonalités. On y trouve tous les genres et c'est tant mieux, car pour le dire à la manière de Voltaire, tous les genres sont bons, sauf le genre en milieu. Le champagne est lié avec l'art, on l'a dit à l'envie. Mais dans quel champ esthétique, philosophique, en somme historique, s'inscrivait-il lors de cette toute première mousse, en ce XVIIIe siècle qui fut son aurore? Quel accord secret, impalpable, a fonctionné entre ce vin et son printemps, et cette civilisation dont le rayonnement déjà annonce la décadence? Tout cela fut une histoire de bonheur, de poésie et de libertinage tout cela fut une histoire de bonheur, de poésie, de libertinage, 3 exquises faits qui se penchèrent sur le berceau du champagne. Il fait ses premières bulles d'essai à la fin du trop long règne d'un roi soleil déclinant. Je m'excuse de ramener ça à l'histoire, mais pour bien comprendre pourquoi la Champagne, le vin de Champagne,
en quelques décennies est passé, bien avant la mondialisation, comme un produit connu sur les 5 continents, il faut bien se rapprocher à l'histoire de France, qui sans l'aide de l'histoire de France, le champagne n'aurait sûrement pas la notoriété qu'il a, et en tout cas pas aussi rapidement. Je disais donc qu'il faisait ses premières bulles glacées à la fin du trop long règne d'un roi soleil déclinant. L'aristocratie et le peuple solidaire s'engourdissent pareillement dans la trop longue et pesante attente, une délivrance à demi-mot réclamée étant espérée. Louis XIV meurt dans un ouf de soulagement unanime, annonciateur du déchaînement imminent de passion trop longtemps contenu, d'une soif de liberté trop longtemps proscrite. Après 54 années, s'achève la domination d'un classicisme moralisateur, idéal certes, mais tellement éloigné de l'homme et de ses inflexions aux bonheurs imparfaits. Il ne faut pas s'étonner dès lors que le champagne attende Philippe d'Orléans pour se signaler au monde dans un décor régence dont l'élégance joyeuse lui sied à merveille, en cet âge d'or quasi mythique de la fête galante et des arabesques de la séduction, pleine de pétillements de mon esprit, de palpitations d'éventail, de bruissements de moire, de papillonnements et d'œillades. Avec son impertinence mousseuse et ses explosions intempestives qui semaient quelque peu la zizanie chez les gens graves et sensés, il réunit presto, prestissimo, tous les suffrages des gens du monde, toujours séduits par l'inédit, l'impromptu, le plaisir d'une saveur nouvelle, d'une sensation imprévue. Fleuron et enfant naturel de la Régence, le champagne est par essence et par naissance mondain. Il est la parure des petits soupers, ces îlots de plaisir où la table et la conversation deviennent couloirs de désir, si représentatifs de l'esprit du temps. Ce vin séducteur et ses griseries opportunes enchantent toutes les fêtes intimes, boudoirs précieux, causeuses et sofas douillets, alcôves pleines de suggestions, de nudités et d'étoffes froissées, théâtre des licences ultimes. Tout cela dessine l'espace et le temps d'un bonheur évanescent embaumé du parfum scandaleux d'un régent. Avec le bien-aimé Louis XV, le champagne, et je ne romps pas de Gaulle, avec le bien-aimé Louis XV, le champagne entre dans son adolescence. Il escorte pendant un demi-siècle le règne où triomphe la raison, l'art, le raffinement et le loisir intelligent, où l'on attaque vertement obscurantisme et superstition, emprise cléricale et nombrilisme, où l'on prône passionnément sciences et théories esthétiques, sentiments et sensations affectives. Et le champagne participe de tous ces charmes flûtés à cette euphorie dynamique du bonheur. Non pas quelques virtuels bonheurs à venir, non pas quelques paradis perdus dont on bercerait à jamais la nostalgie, non pas quelques bonheurs exotiques de bons sauvages emplumés. Car le champagne ne fricote pas avec les utopies, il accompagne. À défaut de bonheur majuscule, il offre des instants de bonheur, brefs et délicieux, légers comme une aria, mais inoubliables comme un opéra de Mozart. Avec lui, l'éphémère prend des accents d'éternité. Le poète a chanté à l'avenant, vers parfois un peu boiteux et point trop respectueux des règles, un épicurisme sans complication. Selon lui, l'amour, la bonne chair et la mousse pétillante d'un vin frais et délicat suffisaient au bonheur d'un honnête homme. Carpe diem, cueille le jour, cueille le plaisir, dans sa fleur, telle est, dans une mise en scène très 18e de la pièce d'Horace, la leçon du champagne. Tous ces récits, écrits d'une plume rapide, concise, élégante, effleurant à peine le papier, se savourent comme un champagne brut, harassé, trop vite bu mais exquis, un souffle d'esprit, une touche de sentiment, un soupçon d'immoralité, un grain d'érudition. Et tout cela sur un rythme pétillant, allegretto, voire staccato. Et notre vin libertin se fait le complice des plus tendres abandons et des victoires les plus éphémères. Invitation délectable à succomber au charme grisant d'un badinage mi-tendre, mi-plaisir, où les mots de l'amour servent d'alibi au plaisir. Le champagne participe donc au libertinage parce qu'il est un hymne au bonheur sensible et qu'il se situe résolument du côté de l'intelligence, de l'hédonisme, aux dépens de l'esprit de sérieux. En marge de toute orthodoxie, il est fantasque et quasi révolutionnaire. On le disait un peu diable, ce vin fringant qui, sans cri d'égard, s'était mis à transgresser l'ordre établi des vins tranquilles, à bousculer un peu la sagesse vigneronne, à y moustiller le cœur et l'âme. Sa propension au tumulte et ses velléités de débordement à rien chahuteur répondent sur un mode mineur à la liberté de pensée et d'imagination des libertins de ce siècle. Ceux-là même, qui frôlant joyeusement la rébellion et le sacrilège,
allumaient les brûlots d'une révolution qui devait engloutir leur petit monde enjoué et fragile. Universel, diplomate, rassembleur, le Champagne ignore clans et partis. Il n'est ni montagnard, ni du Marais, ni girondin, pas plus cordelier, feuillance ou jacobin. Il a l'image fidèle, sans reniement ni exclusive, le légataire direct et unique de cette société tripartite. De l'aristocratie, il héritera sa noblesse, du clergé, la diversité évocatrice de ses robes, et du peuple, enfin, une naturelle et légitime irrévérence. D'aucuns, alchimistes du vin, œnologues patentés, vous démontreront, preuves à l'appui, que la mousse de Champagne est une histoire de sucre et de levure, qu'une équation peut parfaitement la résumer. D'autres encore, douteurs professionnels, sommeliers vénérés, nous apprendrons à l'identique que sa palette aromatique va des alcools au pain grillé, avec tantôt des notes minérales ou torréfiées. Études erronées parce qu'issues du seul raisonnement de la pensée. Les bulles qui circulent dans les veines du Champagne, tout comme ses parfums, n'ont rien à voir avec la froide méthode d'analyse scientifique. Ils s'échappent au rationnel, viennent de la propriété qu'a eu ce vin de saisir, capturer, emmagasiner et dissoudre pour toujours les effluves et l'esprit d'un siècle bouillonnant. Il y aurait encore 1000 choses à dire. Tant le Champagne, à la fois miroir et miroitement, reflète à merveille l'esprit du temps, l'âme passagère d'un siècle et d'une société épris de beauté, de fantaisie, de raffinement, d'authenticité, de liberté et de passions effervescentes. Mais pour le dire encore comme Voltaire, le secret d'ennuyer est celui de tout dire. Alors, puisque l'ennui ne s'y anime ni au Champagne, ni à l'amateur éclairé, on se gardera bien de poursuivre. Tout juste ajoutera-t-on que par-delà les vogues, les modes, les évolutions et la révolution, le Champagne, ce vin perlé, rayonnant de charme et de piété, révélateur de talents et de vérité, apôtre de convivialité et de tolérance, délicieux pied de nez à une société de tempérance, n'a-t-il pas exactement le goût du bonheur? Merci. Alors, je vais demander à l'ensemble des serveurs du lycée viticole d'Avise de nous rejoindre aussi. Vous pouvez les applaudir. Et puis aussi au lycée de Bazeilles, s'il vous plaît. Et puis pour terminer, je vais appeler M. Roquier qui va vous présenter le buffet. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je représente le lycée de Bazeilles et nous allons vous proposer maintenant de venir déguster les plats concoctés par nos jeunes étudiants. Nous allons vous proposer 3 atmosphères. Nous avons repris le slogan que vous avez sur votre gauche pour reprendre Nicolas Feuillette. Une première atmosphère autour d'Épernay et de grandes spécialités revisitées de la Champagne-Ardenne. Un second buffet autour de New York et des États-Unis. Et un dernier pour le thème ailleurs, nous avons repris l'Asie. Donc vous dégusterez ces mets accompagnés de 3 vins de la maison Nicolas Feuillette. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne journée.